Salut à tous, on est parti pour ce live. On attend Bastien Tronchon pour faire une petite quinzaine, vingtaine de minutes d'interview. Salut à tous, je vois que vous commencez à arriver là sur le live. Ça fait plaisir de voir que on est déjà 24. Ça fait plaisir qu'il va y avoir du monde ce soir. Et puis on attend la demande de Bastien, bien sûr. Je sais pas si vous le connaissez, en tout cas c'est sûrement l'un des espoirs de cette année, hein. On va en parler de sa saison, on va parler de son parcours, son palmarès. Mais regardez, il arrive. C'est en train de charger, normalement il devrait arriver. Salut Bastien, Salut, ça va la forme? ça va et toi? Ça va, ça va. Tu t'as repris l'entraînement là, tu reviens de coupure? Ouais, bah là j'ai encore des petits soucis avec ma clavicule, donc ça dure un peu. Mais ouais, j'ai repris l'entraînement sur l'entraîneur et un petit peu de randonnée. Ouais, D'accord. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu t'es fait la clavicule, c'était en quoi? C'était en mai dernier? ouais, je me suis fait la clavicule en mai et ils m'ont posé une plaque. Mhm. Et au moment de retirer la plaque suite à un problème de cicatrisation, bah, en fait ils m'ont retiré la clavicule avec. Du coup, là j'étais reparti pour une cicatrisation, cette fois sans plaque. Et voilà, du coup c'est un petit peu plus long pour la calcification sans matériel, quoi. D'accord, donc tu as encore des complications de cette blessure de mai. Attention, casse pas tout, trompe-toi. Et, euh, mais normalement, tu vas pouvoir reprendre. Là, j'ai vu, du coup, tu reprends un petit peu l'homme trainer et la randonnée. Ok, tu traînes un peu au-dessus du Signal, là, au Mont du Chat, sur C'est la ça. Ouais, crête, c'est ça? C'est un peu ton endroit préféré. Parle-nous-en un petit peu, c'est au-dessus de Chambéry, c'est ça? ouais, ouais, bah c'est des endroits que j'aime bien, surtout en préparation hivernale, passer du temps dans la montagne, ça me plaît bien, donc j'en profite. Ok. Et bah du coup, maintenant qu'on parle de Chambéry, toi t'es savoyard, donc on va en profiter pour. Imaginons qu'il y ait des personnes qui te connaissent pas. Présente-toi. Qui est Bastien Tronchon? Qui est ce nouveau coursier qu'on va avoir dans le peloton en 2023? Ouais, bah bonjour à tous déjà. Moi c'est Bastien Tronchon, du coup, je suis un jeune cycliste. Je suis enfin, je vais passer professionnel en janvier dans l'équipe AG2R. Donc voilà, je viens de Chambéry, j'ai fait toute ma petite vie à Chambéry. Avant, j'étais coureur à pied et j'ai continué un petit peu la course à pied en parallèle du vélo. Voilà, j'ai arrêté la vidéo j'ai arrêté le vélo il y a un petit moment. Euh, La course à pied, la course à pied. ouais, la course à pied, pardon, j'ai T'as pas arrêté. encore arrêté le vélo, on espère. Non, non, pas encore, non, je compte pas arrêter, hein. Ouais, si j'arrête le vélo amateur, ça me va. Euh, C'est bien non, non, parti. j'ai arrêté la course à pied il y a un moment et puis pour mettre totalement en vélo, ouais. D'accord. Et ouais, donc ouais, t'as eu un parcours. Donc toi, tu viens de la course à pied, tu m'as dit, et t'es arrivé au vélo assez tard finalement par rapport à d'autres coureurs qui font du vélo depuis toujours. On sait que c'est un sport assez fermé où les gens font du vélo depuis longtemps. Ouais, j'ai commencé le vélo à 9 ans. Je Mhm. pense pas que c'était, je pense pas que ce soit hyper tard, mais ouais, j'y ai pris au sérieux, on va dire plus tard. Avant, j'en faisais vraiment juste pour m'amuser. Et puis maintenant, j'en fais plus pour la performance. D'accord. Et avant le vélo, ce qui t'a donné les bases, on va dire, de ton corps, c'est la course à pied et aussi la gymnastique, si j'ai bien compris. Ouais, Que j'ai- fait pas mal de gymnastique quand j'étais vraiment jeune pour m'amuser avec les copains. Et puis, ouais, pas mal de courses à pied. Ouais, je faisais beaucoup les crosses régionaux et puis tout ce qui est cross UNSS, etc. Je vois que tu restes assez humble, mais en l'occurrence, Bastien Tronchon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même trois dossards, première course professionnelle d'une semaine et ta première victoire en professionnel. Est-ce que tu sais quel coureur français a réalisé ça avant toi? J'en ai entendu parler, c'était il y a un bon bout de temps, il me semble, mais me rappelle plus qui c'est qui l'avait fait. C'est Jean-Eudes de Marais et c'était dans les années ouais, 2000-2010 et c'est Ouais, le dernier coureur français qui a remporté une victoire en professionnel en étant stagiaire. Ça veut dire que t'as fait, enfin, et tu vas nous expliquer, nous parler un peu de ta saison de 2022 bien sûr, mais t'as pas fait une saison toute professionnelle. T'es arrivé au ouais, 1er août dans l'équipe AG2R, c'est ça? c'est ça. Et du coup, avant cette première partie de saison, t'as eu donc t'as malchance avec la clavicule, mais t'as couru en élite nationale Ouais, ouais, bah, j'étais au centre de formation G2R U23. à Donc Chambéry voilà, du coup. du coup à Chambéry, où on court toute l'année en amateur ou en élite. On fait quelques classes 2, mais ouais, la plupart du temps en élite. D'accord. Du coup, on va commencer par parler de ce qui t'a fait signer ton premier contrat de 3 ans là, qui va prendre place au 1er janvier. Ouais. Du coup, c'est cette victoire sur la troisième étape de la Volta à Burgos. Est-ce que tu peux nous raconter un peu
cette victoire? Comment ça s'est passé toute la journée? Parce que tu étais dans l'échappée à la base. Ouais, bah déjà à la base j'étais dans l'échappée. En tant que stagiaire, j'avais vraiment un rôle protecteur pour les leaders. Et puis voilà, j'étais là pour apprendre et puis essayer de me familiariser à l'équipe. Parce que voilà, c'était déjà un petit peu en discussion. La saison se passait bien. Et voilà, je me suis retrouvé dans l'échappée rapidement. Donc, mon but, c'était de me faire reprendre forcément le plus tard possible pour essayer d'aider avec les forces qui me restent, les leaders qui auront passé la bosse, le Picon Blanco avec moi. Mais ouais, c'est un peu déroulé autrement. On est monté plus vite que prévu et on a réussi à basculer au sommet du Picon Blanco. Et je me suis fait reprendre dans la descente du coup par Pavel et par Miguel Angel Lopez. Donc à ce moment-là, on était encore trois mecs de l'échappée. Et de là, Pavel était vraiment en forme. Voilà, il était déterminé à faire sauter tout le monde. Donc, j'ai été le dernier à rester dans sa roue. Et voilà, ça a tenu jusqu'à l'arrivée. Moi, je commençais à être rincé. Ça faisait déjà plus de 100 km que j'étais devant. Et voilà, je sais que ça a beaucoup jasé sur cette victoire. J'ai vu ça, ouais. Et je suis resté un moment dans sa roue. Je lui avais dit que voilà, je roulerais avec lui au sommet de la dernière bosse qui arrivait à 6 km de l'arrivée. Bon, voilà, il a préféré m'attaquer à plusieurs reprises pour que je saute de sa roue. Donc après, je suis resté tranquillement derrière lui et voilà, j'ai fait mon sprint. Mais ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé sur cette victoire, des gens qui doivent sûrement ne pas être vraiment très familiers avec l'effort que peut être le vélo, parce que enfin, 100 km d'échappée, il faut que tu en parles. Quand tu es 100 km d'échappée, il faut que tu roules plus vite que le peloton, qui roule très vite. Et quand tu arrives au pied du Pico de Londo, tu as 3 minutes d'avance sur le groupe avec Pavel Sivakov. Et garder ces 3 minutes d'avance alors que ça commençait à s'attaquer dans ton groupe, comment tu as géré à ce moment-là au pied du col? Tu sais que tu as 3 minutes, tu sais que tu dois basculer pour aider Clément Champoussin, ton leader. Ouais, Tu as essayé de suivre les attaques, tu t'es calé à ton rythme, comment tu as fait? ouais, j'ai vraiment pas fait attention aux autres coureurs qui étaient avec moi. Les deux meilleurs grimpeurs, c'était ces deux Espagnols qui sont partis Mm. dès le pied hyper rapidement. Donc une première fois, je suis rentré sur eux en leur disant que c'est pas comme ça qu'on allait monter plus vite, quoi. Et voilà, ils ont pas trop voulu m'écouter. Ils montaient super vite les taquets et puis après je les reprenais. Et puis au final, j'ai fait toute la montée à, je sais pas, une trentaine de mètres derrière eux. Et voilà, après ça m'a peut-être un peu plus réussi. Je suis monté au watt, hein. J'ai fait un lap sur le compteur en bas. Je savais à peu près combien de watts je pouvais tenir sur la bosse. Mm. Et puis voilà, je me suis accroché jusqu'en haut. Comment ça parle à ce moment-là dans le peloton quand tu es dans la montée? Tu parles un peu espagnol, toi, ou tu leur as dit en anglais? Non, je leur ai parlé un peu en anglais. Je maîtrise Ouais. pas trop l'espagnol. Mais ouais, je pense que je me suis fait comprendre, mais Mm. voilà, ils ont un peu fait les têtes de mule et voilà, ça pouvait Mm. marcher pour eux aussi, hein. Ils Mais voulaient... Tu penses qu'ils avaient vraiment l'envie de gagner, ou alors, vu qu'on était en Espagne, ils avaient surtout envie de montrer le maillot et d'être les derniers à basculer en tête de je l'échappée? pense que dans un premier temps, prendre l'échappée, c'était pour montrer le maillot, un petit peu comme moi. Au final, c'était pour me Mm. découvrir et voilà, faire des efforts. Mais après, une fois arrivé au pied du Picon Blanco avec 3 minutes, ça commence à devenir intéressant. Donc, je pense que tout le monde avait derrière la tête une envie de gagner, quoi. D'accord. Et on a demandé aux abonnés de nous poser des questions. On a pas mal de questions qui sont revenues bien sûr, sur cette victoire. Ouais. Et à quel moment, dans la route Pavel Sivakov, tu as commencé à penser à la victoire? Et bah, vraiment super tard parce que moi, à partir du moment où j'étais dans sa roue, j'attendais qu'une seule chose, c'était que Clément Champoussin revienne avec le groupe et que j'aide Clément au maximum. Donc, moi, dans ma tête, j'avais Mm. vraiment cette idée d'être coéquipier. Et voilà, c'est arrivé super tard, peut-être à 3 km de l'arrivée, où je me suis dit, là, faut que Ah je ouais. commence à penser à mon sprint. Sinon, moi, vraiment, je profitais du moment. J'étais quand même bien content d'être derrière Pavel, même si j'étais rincé, que j'étais à bloc. Il Mais avait l'air d'appuyer, hein. ah ouais, franchement, j'avais jamais vu ça avant lui, Ah quoi. ouais. Ouais. Et On parlera de la différence qu'il y a plus tard entre le peloton professionnel et le peloton amateur. ouais, non, ça m'avait vraiment impressionné. Et bah ouais, voilà, j'y ai cru super tard. Du coup, au final, je me suis pas emballé et j'ai fait ma course hyper calme la fin de course. Ouais. Et
il faut le dire, parce que tu as été critiqué pour ça, parce que tu n'as pas pris tes relais, mais pour moi, c'est plutôt une preuve de sang-froid. Et comme tu l'as dit en interview juste après à l'équipe, tu as couru en vieux briscard et tu n'as pas passé tes relais. Et quand il t'a attaqué, bah, tu t'es dit, bah, moi, je ne te passerai pas de relais. Tu as passé un ou deux relais de politesse, mais c'est tout. Comment ça se passe à ce moment-là? Il te met la pression, Pavel, pour que tu passes? Ouais, il met la pression, mais j'avais déjà un petit peu l'habitude que les anciens mettent la pression. Quand on est un Ouais, amateur, les anciens font pareil. C'est normal, il avait clairement envie de gagner et le général et l'étape, mais bon, tu peux pas tout avoir. non. Et ouais, c'est sûr qu'il m'a mis la pression et il voulait vraiment me faire rouler, mais voilà, j'ai pas craqué, j'ai bien tenu mon rôle. Et puis, en plus de ça, j'avais des consignes à l'oreillette, quoi. Oui, ok, oui, tu avais un directeur sportif derrière qui te disait quoi faire et tu as bien respecté. C'est Et ça. encore à l'arrivée, tu lèves les bras, tu cries de joie. Là, j'ai la photo face à moi. Enfin, ouais, t'es vraiment transcendé. Et tu as les mots de Sivakov derrière qui, à chaud sur le home trainer, dit ouais, personne n'a voulu me relayer aujourd'hui, c'était pas très fair-play de sa part. Et même s'il est revenu sur ces mots dans le bistrot vélo là dernièrement, l'émission Ouais. de Guillaume Digradja, faut ne pas le citer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces mots? Tu savais que c'était à chaud et qu'il allait penser autre chose plus tard? Moi, j'ai vraiment pas fait attention. J'étais dans mon truc, j'ai gagné ma course. Après, Ouais, normal, on peut pas être content de faire deuxième, je pense. Donc, non. non, moi je pense que c'est normal. Après, je pense qu'il y a des mots qu'il aurait pu garder pour lui, mais voilà, on s'est expliqué et maintenant tout est OK entre nous. Tout va bien entre vous. Vous avez pu vous Ouais, ouais. croiser à Wollongkong? Ouais, on s'est croisés à Wollongong. On était forcément dans les mêmes logements dans le camping là, donc non, on s'est croisés, y a pas de souci. D'accord, très bien. Bah, tant mieux, on est content pour le cycling français parce que vous serez sûrement amenés à courir ensemble plus tard pour peut-être pas Ouais, batailler pour un maillot arc-en-ciel. On ne sait pas. carrément. Ouais. Ça permet de faire la transition parfaite vers tes championnats du monde que tu as fait là dernièrement en septembre U23. Derrière la télé, je t'avoue que j'ai pas tout compris, qu'on était pas mal à pas tout comprendre la stratégie de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée? On sait qu'il n'y avait pas l'oreillette, est-ce qu'il y avait des problèmes de discussion? Tu as dit être frustré après cette course et avoir raté le coche. Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire? Alors déjà pour parler de la stratégie, euh, avant la course, la stratégie c'était Paul Penhoet en cas d'arrivée au sprint, Mhm. s'il n'y a pas un groupe qui est sorti avant le dernier boss, et Romain Grégoire et moi-même pour essayer de s'extirper dans les deux dernières bosses des deux derniers tours. Mhm. De là, on a eu quelques soucis. Il y a eu la chute d'Eddie Le Vito. Du coup, Ewan Costu a dû rouler, qui me taquine d'ailleurs dans les commentaires. Oui, j'ai Euh, vu ça, ouais, je le vois passer. voilà, on a eu deux, trois soucis. Mathis Lebert était dans l'échappée, donc il pouvait pas forcément aider dans le peloton. Et voilà, Romain Grégoire était pas dans une super journée. Mm. Il me l'a dit et il a dit que ça jouait pour moi. Et moi, bah, simplement, dans la dernière bosse, j'ai essayé de m'extirper du peloton, mais un peu tard. Je pense que j'avais pas assez Tu confiance en bascules moi. pas loin. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais pas assez confiance en moi et je suis parti vraiment trop tard, quoi. J'ai fait mon effort trop tard et du coup, j'arrive au sommet avec une petite avance, peut-être une vingtaine de mètres. Et derrière, avec l'inertie, comme ils étaient plus, ils sont rentrés facilement. Moi, on voit clairement Oui, sur bah la oui. vidéo que je pédale, je devais être à 130 tours. Et derrière, sans pédaler, ils arrivaient à rentrer sur moi. Donc Oui. voilà, j'avais vraiment des regrets parce que voilà, les deux qui étaient juste devant moi au sommet arrivent au bout. Et moi, j'étais un peu en carafe au milieu, au sommet de la Ouais. dernière bosse. Donc voilà, bon, j'en ai pas terminé avec les championnats du monde, mais ça fait, ça fait un championnat où j'aurais pu gagner, où j'ai pas gagné, quoi. Ouais, tu sentais que tu avais les jambes. Est-ce que ce genre de course, ça peut devenir un de tes objectifs? Tu te considères comme un coureur de classique, comme un coureur d'étape, ou alors comme un coureur de course à étapes, plutôt grimpeur contre la montre? Les courses à étapes, ça me plaît bien parce que j'arrive bien à récupérer entre les étapes. Mais ouais, les courses d'un jour difficiles, on va dire, usantes, ça me plaît bien. Je pense que les Flandriennes, ça va me plaire. D'accord. Et pour en revenir au championnat du monde, c'est Fedorov qui gagne. Mhm. Fedorov, il a 23 ans, il a 3 ans de plus que toi. Toi, tu as 20 ans, c'est ça? Ouais. Il sortait de la Vuelta.
qu'est-ce que tu penses de ce règlement de l'UCI qui autorise les coureurs qui sont déjà professionnels à courir les championnats de France, les championnats du monde du 23? Moi, ça me pose pas de problème. C'est un championnat du monde U23. Il a moins de 23 ans. Donc pour moi, c'est OK, hein. Si des mecs comme moi, on n'a pas fait la Volta, c'est que qu'on n'avait pas le niveau pour faire la Volta, c'est Ouais. tout. Et non, tant mieux pour lui. Il a gagné et il a fait ça en costaud. Donc, bravo à lui. Très pragmatique. Ouais, il a été costaud, il a mis tout le monde dans le mal. Il y avait des gros clients derrière qui n'ont pas pu C'est rentrer. clair. C'est clair. Puis c'était très décousu comme course de l'intérieur, c'était tendu, il y a eu beaucoup de chutes. On a vu Ouais, notamment Leo Hayter qui est tombé, qui était l'un des grands favoris. ouais. C'est vraiment beaucoup plus tendu un championnat du monde comme ça une autre course. C'est pas tellement que c'est plus tendu, mais le niveau est tellement homogène que bah, en fait, tout le monde veut être devant, tout le monde a les mêmes consignes et tout le monde est costaud. Donc voilà, tout le monde veut tout le temps être devant. Donc voilà, moi j'ai été un petit peu aussi encore une fois critiqué là-dessus. On a beaucoup vu à la télé que j'ai fait ma course à l'arrière et que je me replaçais tout le temps en fait avant les bosses. Donc moi c'était un choix de ma part que moi, j'ai trouvé ça assez malin dans le sens où j'évitais toutes les chutes et je gaspillais pas d'énergie à prendre le vent devant. Donc voilà, en fait, à chaque fois, au pied de la bosse, je me replaçais. Ça me permettait d'éviter les chutes. Et au final, vu que tu as pu être acteur dans le final et te faire plaisir, même si tu es frustré, peut-être que c'était une bonne stratégie. Et au final, tu fais top 20. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'on peut être satisfait d'un top 20 comme ça sur un championnat du monde où il n'y a que la victoire qui compte? Bah, c'est... Non, on peut pas être satisfait. Après, le top 20, il est... Vraiment, j'y pensais plus, en fait, à ce moment-là, parce qu'une Hmm. fois que j'ai été repris, tout ce que je pensais, c'était faire le meilleur boulot possible pour Pour Paul Paul. Benoît et son sprint. Hmm. Donc mon top 20, j'y ai même pas fait attention. Je me suis relevé au moment où j'ai lâché Paul à Hmm. 400 mètres de l'arrivée. Et voilà, je fais 18, Romain Grégoire fait 21, mais ça, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'était la place de Paul, le premier Français, de mettre le premier Français vraiment le plus devant possible. C'est vraiment génial que tu parles comme ça de mettre le premier français parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une génération dorée qui arrive avec, on a vu le recrutement de la FDJ, on voit même du coup le talent qui sort de la formation de la G2R. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance dans cette équipe de France et est-ce qu'on aura la chance de vous voir courir pendant des années ensemble pour aller remporter, pourquoi pas mal de courses internationales? Ouais, bah, là, cette année, on avait particulièrement une bonne ambiance à Wollongong. C'est top, ouais, ça se passait très bien et on a déjà hâte de se retrouver l'année prochaine, on espère, pour le championnat U23. D'accord. Et est-ce que tout le monde avait sa place dans l'équipe? C'est-à-dire que tout le monde savait à peu près quel allait être son rôle et du coup, ça a aidé à décontracter derrière l'ambiance parce que chacun savait ce qu'il avait à faire, Ouais, je pense peut-être. qu'il y a, il y a pas un coureur qui se pensait au-dessus des autres et on avait vraiment tous chacun son rôle et on l'a parfaitement respecté. Après, ouais, voilà, ça a pas marché pour ces championnats, donc on, on va essayer de faire mieux l'année prochaine. Non, nous, en tout cas, on est impatients de vous voir briller et vu ce que vous avez montré pour ceux qui connaissent vraiment le vélo, avoir pu être acteur dans les derniers kilomètres, avoir pu se sacrifier comme ça, Romain et toi pour Paul dans le final, ça laisse vraiment présager un grand futur pour l'équipe de France et on est très heureux. J'ai vu pas mal passer des drapeaux avec des cœurs bleu, blanc et noir. Est-ce que tu peux nous parler de ces trois couleurs? À quoi ça te fait penser? Bah, moi, ça me fait penser à l'équipe AG2R. Bleu, blanc et noir? Et même pas à la mode Servolex même? Ah, bah si, ça me fait penser Ouais. aussi à la motte. Ouais, bah c'est une nouvelle couleur de la motte. Moi, j'étais plutôt habitué au vert. Avant, Ah oui, c'est vrai. on était tous au vert. Du coup, quand on parle du bleu, moi, ça me vient pas tout de suite à Ah oui. l'esprit. Mais ouais, la motte Servolex, le club où j'ai commencé, j'ai fait toutes mes années d'école de vélo avant de passer à l'U23. Donc voilà, c'est un super club formateur. D'accord. Et ouais, donc toi, tu es passé à la mode, donc c'est le club juste à côté de Chambéry, la mode Servolex. Pour ceux qui connaissent pas la Savoie, c'est vraiment une ville collée à Chambéry. Et Mm. du coup, tu as suivi le grand programme du coup d'AG2R la mondiale, AG2R Citroën Team maintenant aujourd'hui. Et en passant par l'équipe, donc à l'époque, c'était la U19 Van Rissel AG2R. C'est Et, ça. euh, et du coup, tu peux nous expliquer un peu parce qu'on a pas mal, on a des abonnés qui sont assez jeunes. Comment on fait pour rentrer dans un team comme ça de formation? Comment ça se passe? Parce que tu courais pas tout le temps sous les couleurs d'AG2R. Tu peux nous expliquer tout le fonctionnement de ces Ouais. équipes? Après, je pense qu'il faut pas que ce soit un but en soi de rentrer dans telle ou telle équipe. Le principal, c'est d'abord de se faire plaisir quand on est en école de vélo.
Et voilà, après, faut commencer à être sérieux si on veut faire des performances. Et puis, moi, enfin, personnellement, c'est un petit peu venu tout seul. Voilà, je suis compétiteur. Tout ce que je voulais, c'était gagner. C'était pas aller dans telle ou telle équipe. Et Mm. j'ai réussi à être enfin, à être meilleur les jours passés. J'étais de plus en plus fort. Et voilà, après, j'ai eu la chance de rentrer dans cette équipe Van Rysel, qui est maintenant AG2R Citroën Team U19. Et voilà, j'ai fait tous les étages de la filière. Et voilà, donc là, je suis super content d'être passé chez les pros. Maintenant, il me reste plein de choses à faire. Ouais, t'es vraiment le prototype qui a fait toutes ces classes une à C'est une ça. pour arriver au monde professionnel. Et c'est beau en soi. Et moi, je voulais te parler peut-être d'une victoire, je ne sais pas si tu t'en souviens. En tout cas, quand j'ai fait des recherches sur ton palmarès, c'est l'une qui m'a le plus parlé parce que c'est un chrono par équipe. Je ne sais Ouais. pas si ça te dit quelque chose, à Obel Timister Stavelo. Donc, c'était en 2019 sur une course sur le circuit Ouais. international. Et ça doit être ta première victoire sur le circuit international et c'est une victoire par équipe. Oh, ouais, tout à fait. Moi, j'étais encore en première année de junior, il me semble. Mhm. Et ouais, première victoire internationale en équipe. C'était un circuit hyper atypique. C'était un chrono de 3 km à faire 3 fois. Il me semble que c'était ça. Et c'était super technique. Donc on avait vraiment beaucoup travaillé sur ce chrono. Mhm. Je sais que toutes les années, ils font un énorme travail autour de ce chrono d'Obel. Et D'accord. donc voilà, c'était super. Une belle victoire. Et oui, du coup, c'est vachement parlant parce que dans cette formation, on a vraiment l'impression qu'ils essayent de vraiment créer une équipe, d'accompagner les coureurs de la U19 et de la U23, autant bien dans le monde professionnel que dans le monde du cyclisme. Tu nous parleras aussi de tes études. Et donc, que la première victoire internationale, le fait que ce soit une victoire en chrono par équipe, je trouvais ça hyper parlant et génial pour toi qui est un enfant d'AG2R et fan de cette équipe, j'imagine. Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'était top. On a de la chance d'avoir cette structure qui nous permet de continuer notre double projet. Donc, moi, Mhm. personnellement, encore maintenant, je suis étudiant en Mhm. troisième année de STAPS. Et voilà, on nous laisse complètement continuer nos études. Et c'est ce qui est bien dans cette formation. Et quand on est U19, ça permet aussi de faire pas mal de courses à l'international, d'avoir du bon matériel et d'être suivi à l'entraînement vraiment au millimètre et ça fait progresser d'un coup. Et comment ça va se passer du coup l'année prochaine, ta double vie, si on peut le dire. Tu Hmm. es étudiant encore, tu dois valider ta licence à STAPS, Ouais. mais tu vas aussi avoir une vie de coureur professionnel au sein du peloton UCI. Comment Ouais, tu c'est vas mettre tout ça. ça en place? J'aurai un programme plutôt adapté en fonction de mes partiels. J'ai D'accord. la chance d'avoir une dispense d'assiduité en cours, donc je suis pas obligé d'aller à tous les cours. Mhm. Et je reçois quand même les cours via ma tablette. Euh, et voilà, j'aurai un programme adapté, mais après l'année de STAPS se finit quand même assez tôt, Mhm. autour de d'avril-mai. Donc normalement ça devrait bien se passer. On arrive bientôt au premier partiel du premier semestre, on verra comment ça se passe. T'es un bon élève, tu travailles bien. Je suis pas spécialement un bon élève, mais c'est vraiment des études qui me plaisent, donc j'arrive à m'accrocher. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes, là, enfin, ces jeunes, c'est plus jeunes que nous en tout cas qui nous suivent dans les commentaires, et tu as un conseil à leur donner pour suivre cette double vie d'étudiant et de cycliste? Euh, déjà, je pense qu'il faut quand même avoir un emploi du temps relativement aménagé quand on est en études, avoir le temps de rouler. Si on commence à rouler le soir à la frontale ou des choses comme ça, c'est vraiment pas le top au niveau de la fatigue, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un petit quelque chose quoi, par rapport aux études. Mais sinon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si on roule moins que les autres, moi j'ai toujours roulé moins que les autres, même encore maintenant. Mm. Et ça n'empêche pas de lever les bras dans la saison. Voilà, faut juste apprendre à se connaître et puis grandir tranquillement. D'accord. Donc toi, t'es pas l'un des plus gros borneurs, donc l'un des plus gros rouleurs du peloton de ce que tu dis. Tu fais combien de kilomètres à peu près par an l'année dernière, tu as fait combien de kilomètres? Ouais, non, c'est sûr que je suis clairement pas un des plus gros borneurs. Plutôt peut-être de ceux qui bornent le moins, surtout cette année avec la clavicule. Mais Ouais, je vois. ouais, cette année là, j'approche les 20 000. Je pense que je vais arriver à 20 000 avec, Mm. avec ce que je fais en entraîneur, même si ça compte pas les kilomètres, ça doit faire à peu près ça.
Mais ouais, voilà, je pense que l'année prochaine, je vais passer un petit cap, mais je souhaite vraiment pas être le mec qui borne, quoi. Je veux juste être performant. Ok, ouais. Et c'est ça aussi peut-être aussi un message, ne pas se prendre la tête et essayer de trouver la recette qui marche pour performer au final et pas pour juste faire plus de kilomètres que les autres parce qu'on a un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux comme Strava la course au kilomètre ou à qui en fera le plus. Ouais, c'est ça. Bah, souvent, qu'en fait, quand on est jeune, pour parler aux jeunes, on compare souvent nos kilomètres. On se dit, mais lui, il fait plus de kilomètres que moi, c'est pour ça qu'il est plus fort. Non, ça marche pas spécialement comme ça. Il y en a certains qui auront besoin d'en faire plus et d'autres moins. Mm. Et voilà, il faut juste apprendre à se connaître et savoir ce qui est mieux pour nous. D'accord. Je vais te parler d'un souvenir qui a eu lieu en 2020. Tu fais deuxième des championnats de France derrière un certain Romain Grégoire. Euh, Tu peux nous parler un peu de cette course? Est-ce que c'était un événement marquant pour toi? Parce que bah, j'imagine que faire deuxième d'un championnat de France, tu devais être très déçu derrière. Bah, pas tellement. En fait, moi, de base, ce championnat, j'y allais surtout pour le chrono que j'avais préparé vraiment hyper sérieusement. Et à cette époque-là, j'avais un peu des problèmes pour gérer mon stress qui sont depuis réglés. Mais voilà, je m'étais complètement écrasé sur le chrono. Et je me suis dit, bah, la route, je la fais. Enfin, à ce moment-là, j'étais dépité, quoi. Je me suis dit, D'accord. la route, je la fais pour me faire plaisir. Donc j'étais hyper dans la déconnade. Voilà, j'étais super détendu. Et au départ, il y avait un petit départ fictif et je faisais un petit peu le con et je disais aujourd'hui je fais le start. Donc de là j'ai fait le start, j'ai fait le kilomètre zéro, mais c'était la bonne échappée. Voilà, on est sorti comme ça. C'est On est sorti génial. comme ça un gros groupe et puis voilà c'est allé au bout. Après voilà, Romain était plus fort que moi ce jour-là et c'est comme ça. Hein. Forcément que j'étais déçu. Mais bon, il faut aller voir le bon côté des choses. Il était au sein aussi de De la la GDR19. DSR U19. Je m'entendais très bien avec lui, je m'entends toujours très bien avec lui. C'est un bon gars. Donc voilà, bon, j'ai fait 3 fois deuxième d'un championnat de France. J'aimerais bien ramener un maillot un jour, On, mais voilà, c'est on- comme on ça. te le, on te le souhaite. On te le souhaite et c'est assez bien résumé. J'aime bien ce que tu viens de dire parce que en vrai, ne vous prenez pas la tête, faites-vous plaisir et on retrouve d'ailleurs assez souvent sur ton Instagram. J'ai vu, je suis allé fouiller un peu AG2R, l'équipe la plus souriante du peloton, jouer au vélo et au final, c'est en se faisant plaisir que derrière les résultats viennent. Ouais, ouais, clairement, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que moins je me prenais la tête, mieux ça fonctionnait. Donc on Ouais. va rester sur ce schéma-là. D'accord. On va passer, on avait demandé aux abonnés de préparer quelques petites questions. Moi, déjà, j'en ai une qui me vient en tête. Pourquoi le gorille, Bastien? Pourquoi tu parles tout le temps de ton surnom, le gorille? Ouais, ouais, j'en parle souvent. Bah, en fait, j'ai une petite particularité, on va dire, c'est que je suis plutôt bossu sur le vélo. J'ai une bosse dans le dos et puis j'ai grandi un petit peu vite, un peu plus vite que les autres. Donc voilà, on me remarquait quand même pas trop mal dans le peloton avec cette bosse dans le dos et c'est resté comme ça, voilà, le gorille. D'accord, donc c'est juste parce que pour ton allure. Ouais, pour mon allure, et puis en plus de ça, moi, les singes, ça me fait bien rire, donc j'ai pas mal accroché avec Moi, ça. ça me faisait penser à ton style assez encore comme on a pu encore le voir autour du Luxembourg là, en fin d'année. Tu as, un style, tu vas, t'attaques, comme si tu étais là pour apprendre et ce tempérament de rien à perdre. De toute façon, bah, j'ai 20 ans et je viens d'arriver dans le peloton professionnel, tout le temps à l'attaque. Et c'est vrai que le gorille a cette attitude d'attaquant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, dans le sport en général, j'ai jamais eu trop de complexes. Et voilà, j'ai pas peur de me frotter au grand. Après, si je me prends des raclées, bah, tant pis pour moi et Ça fait j'apprendrai. grandir. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. C'est quoi la plus grosse différence quand, quand tu passes du peloton pardon, amateur au peloton professionnel? La chose qui t'a le plus troublé? En fait, ça court vraiment, vraiment d'une autre manière. C'est impressionnant. En amateur, en fait, on est tout le temps pratiquement à fond. Tandis que chez les professionnels, il y a une partie de la course où l'échappée sort. Donc, c'est plus ou moins difficile de prendre l'échappée. Une deuxième partie où c'est super calme, c'est le peloton qui contrôle. Et la dernière partie où tout le monde est à fond pour le finish. Mais tandis que chez l'amateur, ouais, chez les amateurs, en fait, on peut presque décider face au peloton si on fait l'effort à 3-4.
Tandis que face au peloton, une échappée, elle a quand même vraiment peu de chance. Et si le peloton décide vraiment de rentrer, ils rentreront, quoi. Ouais, d'accord, il y a vraiment ce truc il y a tellement d'équipiers qui ont le niveau C'est que, ça. en fait, ça, s'ils veulent rentrer, ils rentrent, s'ils s'y prennent à temps. C'est ça. Et puis en plus de ça, il y a les oreillettes. Donc, et puis il y a la télé et tout ça, c'est filmé, on voit tout. Tandis que chez les amateurs, on a plus de mal à cerner ce qui se passe pendant la course. Ouais, j'ai déjà vu en amateur des gars qui se prenaient, qui faisaient exprès prendre des tours pour rouler pour leurs potes en échappée. Ça peut pas arriver en professionnel. Non, ça peut pas arriver, je pense. D'accord. Et tu penses quoi de l'oreillette? Tiens, d'ailleurs, t'en parlais, tu t'es plutôt pour, t'es plutôt contre au championnat du monde, elle y était pas. T'as fait des courses où elle y était, imagine. Bah, comme moi je sors chez les amateurs, j'en ai jamais eu, donc ça me va bien sans, hein. Après, avec, c'est marrant aussi, on peut déconner un petit peu à l'oreillette pendant la course. Mais à vrai dire, c'est bien au point de vue sécurité. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas. Ouais, ça prévient des dangers. Mais il y a aussi ce fameux débat sans fin qui dit que d'accord, ça prévient les dangers, mais du coup, à chaque fois qu'on prévient un danger, il y a tout le monde qui se rue à l'avant et du coup, il y a beaucoup plus de chutes. Ah, ça c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair que voilà, je pense que ça a des bons côtés, des mauvais côtés. Après, moi, je m'adapte, hein. Ouais, tu viens d'arriver, toi, tu Ouais, passes de partout. c'est pas ce qui me perturbe le plus. Il y a un coureur qui t'a plus impressionné que les autres dans le peloton professionnel? Pas Pavel, hein, du coup, hein. Ouais, bah, Clairement, j'imagine. 40 clairement, km dans sa roue. bah, c'est celui à qui c'est le seul moment où j'ai pu voir sa force, quoi. Parce que j'étais pas avec lui dans le Picon Blanco. Et moi, en fait, en tant que stagiaire, tout ce que j'attendais, c'était me confronter aux meilleurs et voir à quel point ils étaient forts. Je savais que j'étais Ouais. moins fort qu'eux, mais je voulais vraiment voir comment c'était en vrai, quoi. Et là, pour le coup, il m'a fait une belle démonstration et tout ce que j'attends, c'est de pouvoir remettre ça, à la pédale. Ouais. T'as envie de progresser. Est-ce que tu sens que tu as encore beaucoup de potentiel de progression ou t'en as aucune idée et tu vas faire comme tu fais, pas te prendre la tête et continuer d'avancer? Ouais, je saurais pas dire si j'en ai beaucoup ou pas, mais je sais que j'ai une marge de progression parce que c'est vraiment depuis que je suis junior qu'on me préserve, entre guillemets. Et petit à petit, je passe un cran, petit à petit, je fais un petit peu plus de kilomètres. Et là, je pense de courir chez les pros, ça fait quand même ça donne beaucoup de force. Tu as l'air très studieux l'approche du vélo, à la fois très détaché, et, enfin détaché dans le sens où tu ne mets pas de pression, mais tu es très studieux, tu as fait tes classes, tu augmentes tes kilomètres chaque année petit à petit, tu es passé par la U19, la U23, tu as été stagiaire, maintenant tu passes professionnel, et au final c'est une recette qui marche, et tu le prouves. Ouais, et qui marche pour l'instant. Après, faut pas se laisser pousser les ailes. Ouais, pour l'instant, mon projet se passe bien. Je suis vraiment maître de mon projet. Je sais ce que je fais. Après, j'espère que ça ira le plus loin possible, hein. Mais on n'est pas à l'abri de plein de soucis, hein. Ça se trouve, je suis déjà mon pic de forme, je serai jamais meilleur. Comme ça se J'espère trouve, ça. ah non, mais j'espère pas non plus. Mais Mm. comme ça se trouve, mes problèmes de clavicule vont durer super longtemps. Donc voilà, faut garder les pieds sur terre quand même, je pense. D'accord. 2023, ça arrive très vite. Tu vas voir tes horaires aménagés. Ouais. Jusqu'en mai, ça va être compliqué d'aller en compétition parce que du coup, tu seras à l'école. Est-ce que tu as des objectifs qui sont marqués ou est-ce que tu vas prendre cette saison de la même façon que quand tu es arrivé stagiaire en août là? Je pense que je vais prendre ma première saison chez les pros comme ma première saison dans l'équipe U23. C'est-à-dire que je vais essayer d'apprendre un maximum, mais ouais, je me contente jamais d'apprendre, quoi. Comme on a pu voir quand j'étais stagiaire, je fais les choses à fond et si j'arrive pas à rincer au bout de la course, c'est qu'il y avait un problème, quoi. Donc je me mets pas d'objectif de course. Je sais que j'aimerais bien ouais, retaper des grandes courses à étapes. Voilà, donc je sais Peut-être une pas. Vuelta, vu Bah, que tu termines assez tôt les courses, peut-être ça va être un peu juste en mai de préparer un Tour de France pour être au niveau. Puis c'est parfait vu comme on voit comment ça roule, peut-être pour te dégoûter du vélo si ça. tu te fais broyer pendant 3 semaines. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me faire broyer pendant 3 semaines. C'est pas le but. Et si je suis prêt à faire la Volta, je serais ravi de la faire. Mais si je veux la Volta en me disant je vais me prendre une raclée tous les jours, je vais pas. Là, si je fais ça, je vais pas prendre de plaisir. Et Mm. c'est pas le top pour moi. Après, voilà, si ma saison se passe bien et que je vois que j'ai le niveau, ce serait vraiment top. Après, je pense que je connais pas encore les courses chez les pros,
malgré toutes les courses que j'ai pu faire en stagiaire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et toutes les courses que je peux faire, elles seront bonnes à prendre. D'accord. Si tu devais choisir une course que tu devrais gagner, ça peut être une classique, ça peut être une étape sur une course de 3 semaines, et ça serait laquelle? C'est compliqué comme question. Ouais, c'est vraiment compliqué comme question. Après, je pense que c'est une bonne chose de gagner une grande course en France déjà pour vraiment développer le cyclisme français. On a une bonne génération qui arrive, mais on parle souvent des Belges et ce serait bien qu'on arrive à avoir vraiment ce leadership en tant que Français. Une étape sur le tour, moi, ça m'a toujours fait rêver, mais je suis bien attiré aussi par Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, Ouais. tu t'es déjà essayé au pavé? Ouais, je me suis déjà essayé un petit peu au pavé. Après, jamais fait une course euh, typique pavé, mais je m'y suis déjà essayé un petit peu les chemins, le cyclocross. J'ai fait beaucoup de cyclocross. Et ouais, je m'y plais bien sur le pavé. D'accord, donc Paris-Roubaix, c'est une course qui te ferait rêver. Tiens, c'est bizarre. Je te voyais plutôt dans un profil grimpeur-puncher que vraiment un gros rouleur, baroudeur, coureur classique. Bah, j'ai bien passé le Picon Blanco à la Vuelta Burgos, mais je suis pas spécialement un grimpeur de base. Là, c'était vraiment parce que c'était un effort super lisse et que j'étais dans une super condition. Mais voilà, je suis quand même savoyard, je passe bien l'école, mais je pense pas que ce soit mon domaine de prédilection. Je suis encore un petit peu trop lourd pour ça. Donc Bastien Tranchon, c'est notre futur Wout van Aert, c'est notre futur coureur polyvalent en France qui est capable de tout faire, c'est ça? Oh, bah, ça m'irait très bien comme ça. Ouais, ça nous irait très bien à nous aussi, hein, on te le souhaite. Allez, on va pas te prendre plus de temps parce qu'on avait dit 20-30 minutes, on est déjà presque à 40 minutes. En plus, on m'a dit que toi, les samedis soirs en hiver, t'aimais bien aller à l'opéra et je parle pas de la salle de concert où tu écoutes de la musique classique, hein. Ouais, l'hiver, je débranche un petit peu, ça fait pas de mal. Si on arrive à être sérieux toute la saison, on est content l'hiver Tu peux nous de... expliquer ce que c'est l'opéra? Parce que je pense que les gens ne le savent Ouais, pas. l'opéra, c'est la boîte de nuit bien connue autour de Chambéry et en Savoie. Donc, ouais, on passe souvent y faire des tours avec l'équipe l'hiver. On fait un gros bisou à Clément, Clément Freton qui m'a lancé cette anecdote. Je pense que tu te souviens, tu as couru avec lui à la motte. Ouais, bien sûr, je vois bien qui Et, c'est Clément. euh, et j'aimerais me parler d'une anecdote que j'ai avec lui sur toi quand tu remportes Enfin, ça a été mon coéquipier là cet été. Et quand tu Ouais, remportes ta course sur la Volta Burgos, on était ensemble du coup. Et ouais. je me souviens de l'émotion dans ses yeux. Et non, vraiment, c'était sincère et c'était une belle preuve d'amitié. Il était vraiment content pour toi et très fier de toi. Ah, ça, c'est vraiment top. Après, j'ai eu plein de félicitations de plein de monde. Et vraiment, j'ai eu plein de gens autour de moi qui étaient contents pour moi et je pense que c'est encore plus gratifiant que la victoire à Burgos de voir que les gens sont contents pour toi. C'est vraiment, ça m'a fait super plaisir. Bastien Trochon, l'enfant du peuple, le futur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Bastien. Bah, pas de souci, merci à toi. Et allez, à plus et peut-être sur la route ou alors on te souhaite le meilleur pour la suite. Allez, salut! Merci, salut.